Imagine un instant que tu croises quelqu'un dans la rue, quelqu'un que tu n'as jamais vu et que, sans savoir pourquoi, tu te retournes. Pas parce que cette personne est habillée d'une façon extravagante, pas parce qu'elle crie ou cherche à attirer l'attention, non. Tu te retournes parce qu'il y a quelque chose dans sa façon de marcher, dans la manière dont elle occupe l'espace, dans une certaine lumière qui semble émaner d'elle, et tu te demandes, presque malgré toi, qui est cette personne. Ce phénomène, nous l'avons tous vécu, et pourtant si on nous demandait de l'expliquer, nous aurions du mal à trouver les mots. Parce que ce qui attire vraiment, ce qui crée cette gravité invisible entre deux êtres, ne se résume pas à des critères que l'on peut cocher sur une liste. Ce n'est pas une question de taille, de couleur de cheveux, de salaire ou de statut social, c'est quelque chose de beaucoup plus subtil, de beaucoup plus profond et j'ose le dire, de beaucoup plus beau. Aujourd'hui, je voudrais qu'on explore ensemble ce thème qui touche à notre humanité la plus intime, ce qui attire vraiment un homme aujourd'hui. Pas au sens superficiel du terme, pas au sens des magazines ou des réseaux sociaux, mais au sens psychologique, émotionnel, existentiel. Et surtout, ce que cela révèle de vous. Parce que comprendre ce qui attire, c'est aussi comprendre qui on est, ce qu'on cherche, ce qu'on a vécu et ce vers quoi on aspirait. Je veux être clair dès le départ, je ne suis pas ici pour vous donner des recettes ou des formules magiques, je ne suis pas ici pour vous dire comment vous transformer en quelqu'un d'autre. Tout le contraire. Je suis ici pour vous inviter à vous rapprocher de vous-même, à mieux vous comprendre, à accueillir avec bienveillance tout ce que vous êtes. Parce que c'est précisément là, dans cette authenticité, que réside la véritable attraction. Alors installez-vous confortablement, respirez, laissez les pensées du quotidien se poser un moment. Et rejoignez-moi dans cette exploration que je trouve personnellement fascinante et profondément humaine. Commençons par quelque chose d'essentiel, quelque chose que la psychologie contemporaine confirme et que notre expérience de vie nous enseigne en silence. L'attraction n'est pas un événement, c'est un processus. Et ce processus commence bien avant la première rencontre. Quand je travaillais avec des patients en thérapie, j'ai souvent été frappé par une chose. Des personnes qui se plaignaient de ne pas attirer les autres ou de ne pas trouver de relations satisfaisantes avaient presque toujours quelque chose en commun. Ce n'était pas un manque de beauté physique. Ce n'était pas un manque d'intelligence ou de qualité, c'était un manque de présence à elles-mêmes, une sorte d'absence intérieure. Comme si elles traversaient leur propre vie en spectateur en attendant que quelque chose s'est passé, en attendant que quelqu'un vienne les valider, les choisir, les rendre réels. Et j'ai compris au fil des années que ce que les autres ressentent en notre présence est souvent le reflet fidèle de ce que nous ressentons nous-mêmes en notre propre présence. Si nous sommes absents à nous-mêmes, les autres le ressentent. Si nous sommes en paix avec nous-mêmes, les autres le ressentent aussi. Pas de façon consciente, pas de façon analytique, mais de façon viscérale, instinctive, presque animale. Alors qu'est-ce qui attire vraiment un homme aujourd'hui? La première réponse est peut-être la plus importante et celle-ci. Une femme qui est présente à elle-même. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Cela signifie une femme qui sait ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent, ce qu'elle aime et ce qu'elle n'aime pas. Une femme qui ne passe pas son temps à deviner ce que l'autre attend d'elle pour s'y conformer. Une femme qui a des opinions, des goûts, des passions, des limites. Une femme qui, lorsqu'elle parle, parle vraiment et lorsqu'elle écoute, écoute vraiment. Cette présence à soi-même, on l'appelle parfois la pleine conscience de soi ou encore l'authenticité. Et je préfère ce second mot parce qu'il contient quelque chose de vivant, de dynamique. L'authenticité, ce n'est pas la perfection, ce n'est pas d'être sans faille, sans doute, sans zone d'ombre. C'est d'être vrai, c'est d'oser exister tel qu'on est, sans s'excuser en permanence d'être soi. Je me souviens d'une femme, appelons-la Claire, qui était venue me consulter parce qu'elle se sentait invisible. Elle était intelligente, cultivée, attentionnée. Et pourtant, elle avait l'impression que les hommes ne la voyaient pas vraiment. Au fil de nos conversations, j'ai compris quelque chose. Claire était tellement occupée à s'adapter aux autres, à anticiper leurs besoins, à se rendre utile et agréable, qu'elle avait fini par disparaître derrière cette façade de gentillesse. Il n'y avait plus de Claire visible. Il y avait une surface lisse, polie, accueillante, mais sans relief, sans aspérité, sans mystère. Le travail que nous avons fait ensemble n'était pas de la rendre plus séduisante au sens conventionnel du terme. C'était de l'aider à retrouver ses propres contours, à se permettre d'avoir des désirs qui lui appartenaient, à oser dire non, à oser être dérangé par certaines choses, à oser prendre de la place. Et progressivement, quelque chose a changé dans la façon dont elle se présentait au monde. Pas dans ses vêtements, pas dans son maquillage, mais dans sa façon d'entrer dans une pièce, de regarder les gens, de parler d'elle-même. Elle était devenue visible parce qu'elle était devenue réelle.
C'est une première leçon fondamentale. On ne peut pas vraiment attirer l'autre si on n'est pas vraiment là. Et être vraiment là commence par être vraiment soi. Maintenant, j'entends déjà la question qui se forme dans votre esprit. Oui, mais concrètement, qu'est-ce qu'un homme cherche? Quels sont les signes, les comportements, les qualités qui le touchent vraiment? Et c'est une question légitime, une question honnête. Alors explorons-la ensemble. La psychologie de l'attachement, développée initialement par John Bowlby et enrichie depuis par des décennies de recherche, nous enseigne quelque chose de précieux. Les êtres humains, hommes comme femmes, sont fondamentalement des créatures sociales qui cherchent la sécurité émotionnelle. Nous cherchons tous, au fond, quelqu'un avec qui nous pouvons être nous-mêmes sans avoir peur d'être abandonnés ou rejetés. Quelqu'un dont la présence nous apaise plutôt que nous angoisse. Quelqu'un qui nous fait sentir que le monde est un peu plus sûr quand il ou elle est là. Un homme, quel que soit son âge, quel que soit son parcours, porte en lui cet enfant qui cherche un port d'attache. Et non, cela ne veut pas dire qu'il cherche une mère, cela veut dire qu'il cherche une présence qui soit à la fois chaleureuse et stable, quelqu'un qui ne se désintègre pas au moindre conflit. Quelqu'un qui peut traverser les tempêtes sans perdre son centre, quelqu'un dont la solidité intérieure lui permet d'être un espace de sécurité pour l'autre. Et voilà quelque chose d'important, cette solidité intérieure n'a rien à voir avec la froideur, elle n'a rien à voir avec l'absence d'émotion. Tout au contraire, la solidité intérieure, c'est la capacité à ressentir pleinement ses émotions sans en être submergé. C'est la capacité à être touché par la vie sans être brisé par elle. C'est ce que les psychologues appellent la résilience émotionnelle et c'est l'une des qualités les plus profondes que l'on puisse cultiver. Pensez à quelqu'un que vous admirez, quelqu'un dans votre entourage ou dans votre vie qui possède cette qualité, quelqu'un qui peut être triste sans que sa tristesse devienne un gouffre, quelqu'un qui peut être en colère sans que sa colère devienne une tempête dévastatrice, quelqu'un qui peut accueillir la difficulté avec une sorte de grâce tranquille. N'y a-t-il pas quelque chose d'extrêmement attirant dans cette façon d'être? Quelque chose qui donne envie de s'approcher, de rester, de construire? Si ce contenu vous touche et vous aide à mieux vous comprendre, je vous invite à laisser un like et à vous abonner pour continuer ce voyage ensemble. Votre soutien m'aide à continuer ce travail et à atteindre ceux qui en ont besoin. Revenons à notre exploration, nous avons parlé de présence à soi-même, de solidité intérieure. Parlons maintenant d'un autre élément qui, selon moi, est souvent sous-estimé dans les conversations sur l'attraction, la joie. Pas le bonheur permanent, pas la gaieté de façade, pas le sourire figé que l'on voit sur les photos de profil. Je parle de quelque chose de plus subtil et de plus authentique, la capacité à trouver de la joie dans les petites choses, à être réellement présent dans les moments de plaisir, à avoir une relation vivante avec ce qui vous nourrit. Une femme qui aime vraiment quelque chose, que ce soit la cuisine, la musique, la randonnée, la lecture, la conversation, la nature, et qui le vit avec une vraie passion, avec une vraie présence, cette femme est magnétique. Pas parce qu'elle cherche à l'être, mais parce que cette passion authentique crée une lumière, une énergie, quelque chose qui attire comme la chaleur attire dans le froid. J'aime beaucoup cette image. Imaginez une pièce sombre et quelqu'un qui entre avec une bougie allumée. Tout le monde se tourne vers cette lumière, pas parce que la personne a fait quelque chose de spectaculaire, mais parce que la lumière, ça attire. Et la passion authentique, c'est exactement ça. C'est une bougie dans une pièce sombre. Mais attention, et c'est important, la passion ne s'invente pas. On ne peut pas décider d'être passionné par quelque chose pour plaire à l'autre. Ça ne fonctionne pas ainsi. La passion, ça se découvre, ça se cultive, ça se nourrit. Et c'est pourquoi je dis souvent à ceux qui me demandent comment devenir plus attirant, commencez par vous demander ce qui vous vivifie vraiment. Qu'est-ce qui, quand vous le faites, vous fait oublier le temps ? Qu'est-ce qui vous donne envie de vous lever le matin? Qu'est-ce qui vous rend vraiment vous? Parce que la réponse à cette question est aussi la réponse à la question de l'attraction. Qui vous rend vraiment vous est précisément ce qui vous rend vraiment attirant. Il y a une autre dimension que je veux explorer avec vous, une dimension qui me tient particulièrement à cœur et dont on parle trop rarement dans ce contexte, la relation à la vulnérabilité. Dans notre culture, il y a une idée très répandue, presque un mythe, selon laquelle pour être attirant, il faut être fort, invulnérable, sans faille. Il faut avoir tout réussi, tout maîtrisé, tout surmonté. Et si on a des doutes, des peurs, des cicatrices, il vaut mieux les cacher, les montrer. Ce serait montrer sa faiblesse. Et la faiblesse, ça repousse. Je voudrais vous dire avec toute la conviction qui est la mienne après des années de travail clinique et de réflexion. C'est faux. C'est profondément faux. La vulnérabilité partagée avec justesse est l'un des actes les plus courageux et les plus attirants qui soient.
Quand quelqu'un ose nous dire ce qui lui fait peur, ce qui l'a blessé, ce qu'il ne comprend pas encore. Quand quelqu'un ose être humain devant nous, quelque chose s'ouvre en nous. Une porte, un espace de confiance. Une invitation à être humain à notre tour. Brené Brown, la chercheuse américaine qui a consacré sa vie à l'étude de la vulnérabilité, dit quelque chose de magnifique. La vulnérabilité est le berceau de la connexion. Et la connexion, c'est ce que nous cherchons tous. C'est ce qui transforme une rencontre en quelque chose de réel. Mais, et c'est une nuance importante, il y a une différence entre la vulnérabilité authentique et ce que j'appelle la vulnérabilité stratégique, ou pire, la vulnérabilité envahissante. La vulnérabilité authentique, c'est partager ce qui est vrai au bon moment avec la bonne personne dans le bon contexte. C'est s'ouvrir progressivement à mesure que la confiance se construit. C'est offrir quelque chose de soi sans exiger que l'autre le reçoive d'une façon particulière. La vulnérabilité envahissante, en revanche, c'est tout déverser dès la première rencontre. C'est utiliser ses blessures comme monnaie d'échange, c'est chercher à être sauvé plutôt qu'à être connu. Et cette forme-là, elle ne crée pas de connexion. Elle crée de la distance parce qu'elle met l'autre dans une position impossible. Alors la question à se poser est celle-ci, est-ce que je partage ma vulnérabilité parce que je fais confiance à cette personne et que je veux qu'elle me connaisse vraiment? Ou est-ce que je la partage parce que j'espère qu'elle va me sauver, me réparer, me valider? La première démarche construit quelque chose, la seconde le détruit avant même que ça commence. Prenons un moment pour aller plus loin encore, vers quelque chose que je considère comme l'un des aspects les plus révélateurs de l'attraction, ce que notre façon d'aimer dit de nous. Chacun de nous a ce que les psychologues appellent un style d'attachement. C'est une façon d'entrer en relation avec l'autre qui se construit dans l'enfance, au contact de nos premiers liens affectifs et qui continue à influencer nos relations tout au long de notre vie. Il y a principalement 3 styles, l'attachement sécure, l'attachement anxieux et l'attachement évitant. Les personnes à l'attachement sécure sont à l'aise avec l'intimité. Elles peuvent être proches de l'autre sans avoir peur d'être englouties et elles peuvent être seules sans se sentir abandonnées. Elles font confiance, elles se communiquent, elles gèrent les conflits de façon constructive. Et ce n'est pas une coïncidence, elles sont généralement plus heureuses en amour et plus attractives aux yeux des autres. Les personnes à l'attachement anxieux ont tendance à chercher constamment la validation de l'autre, à avoir peur de l'abandon, à être hyper vigilantes aux signaux de l'autre. Elles peuvent être très attentionnées, très investies, mais aussi très envahissantes, très exigeantes, très difficiles à rassurer. Les personnes à l'attachement évitant, elles ont tendance à se protéger de l'intimité, à maintenir une distance émotionnelle, à valoriser leur indépendance au point d'avoir du mal à laisser l'autre vraiment entrer. Et voici ce qui est fascinant. Nous sommes souvent attirés par des personnes dont le style d'attachement résonne avec notre propre histoire, même si cela nous fait souffrir. Les personnes anxieuses sont souvent attirées par les personnes évitantes et vice-versa, parce que quelque chose dans cette dynamique nous est familier, même si elle est douloureuse. Parce que l'amour, au fond, cherche aussi à répéter ce qu'il connaît, dans l'espoir inconscient de le résoudre enfin. Si ce contenu vous aide à mieux vous comprendre, pensez à laisser un like et à vous abonner. C'est une façon simple de soutenir ce travail et de continuer à recevoir ces réflexions. Comprendre son style d'attachement, c'est une étape extraordinairement libératrice. Parce que cela permet de sortir du pilote automatique. Cela permet de comprendre pourquoi on est attiré par certaines personnes, pourquoi certaines dynamiques se répètent, pourquoi certaines relations font si mal. Et surtout, cela ouvre la possibilité de choisir différemment. Car voici la bonne nouvelle, le style d'attachement n'est pas une condamnation, il peut évoluer, il peut se transformer avec du travail sur soi, avec des expériences relationnelles positives, avec de la thérapie si nécessaire, avec de la conscience et de la bienveillance envers soi-même, on peut progressivement développer un attachement plus sécure. Et cela change tout. Cela change la façon dont on intrigue la relation, la façon dont on amive. Parlons maintenant de quelque chose qui est souvent mal compris et mal utilisé dans le domaine de la séduction, la confiance en soi. On entend souvent dire que la confiance en soi est la qualité la plus attractive qui soit. Et il y a une part de vérité là-dedans. Mais je veux nuancer parce que la confiance en soi dont on parle souvent est une caricature. C'est une confiance en soi de surface, une assurance affichée, une arrogance déguisée.
Et cette forme-là, elle peut attirer dans un premier temps, mais elle ne construit rien de durable. La vraie confiance en soi, celle qui attire profondément et durablement, c'est quelque chose de beaucoup plus doux. C'est une relation apaisée avec soi-même, c'est la capacité à se sentir digne d'être aimé, pas parce qu'on a tout réussi, pas parce qu'on est parfait, mais simplement parce qu'on existe. C'est ce que les psychologues appellent l'estime de soi inconditionnelle. Je vaux quelque chose indépendamment de mes performances, de mon apparence, de l'approbation des autres. Et cette forme de confiance-là, elle se voit, elle se ressent, elle transparaît dans la façon dont on parle de soi, dont on parle des autres, dont on réagit aux critiques, dont on gère les déceptions. Elle transparaît dans la façon dont on prend soin de soi, dont on pose ses limites, dont on demande ce dont on a besoin. Je pense à un homme que j'ai rencontré lors d'une conférence, appelons-le Marc. Marc n'était pas ce qu'on appelle conventionnellement séduisant. Il était d'apparence ordinaire, il n'avait pas une carrière éblouissante, il ne cherchait pas à impressionner. Et pourtant, toutes les personnes dans la pièce gravitaient vers lui. Parce qu'il avait quelque chose de rare, il était entièrement à l'aise avec lui-même. Il écoutait vraiment, il riait vraiment. Il partageait ses opinions sans avoir besoin que tout le monde soit d'accord. Il n'avait pas besoin d'être le plus intéressant de la pièce. Il était simplement là, pleinement, et c'était suffisant. C'était même extraordinaire. Voilà ce que j'appelle la vraie confiance en soi. Et voilà ce qui attire vraiment. Mais comment la cultiver, cette confiance? C'est la question qui vient naturellement. Et je vais vous donner quelques pistes, non pas comme des recettes, mais comme des invitations à la réflexion. La première piste, c'est de travailler sur votre relation à vous-même. Comment vous parlez-vous? Quel est le ton de votre voix intérieure? Est-elle bienveillante, encourageante, patiente ou est-elle critique, sévère, impitoyable? Pour beaucoup d'entre nous, nous nous parlons d'une façon que nous n'oserions jamais utiliser avec un ami. Et pourtant, cette voix intérieure est celle que nous entendons toute la journée, toute la vie. Elle façonne notre façon de nous percevoir et donc la façon dont les autres nous perçoivent. Commencez par écouter cette voix. Pas pour la faire taire, mais pour la comprendre. D'où vient-elle? Quand est-ce qu'elle a commencé à parler ainsi? Et progressivement, avec douceur, commencer à l'humaniser, à la rendre un peu plus juste, un peu plus tendre. La deuxième piste, c'est de vous engager dans des actions qui vous rendent fiers de vous. Pas des actions spectaculaires, des petites actions quotidiennes qui sont en accord avec vos valeurs. Tenir une promesse que vous vous êtes faite, prendre soin de votre corps, apprendre quelque chose de nouveau, aider quelqu'un. Chaque fois que vous agissez en accord avec ce que vous valorisez profondément, vous déposez un petit caillou dans le sac de votre estime de vous-même. Et avec le temps, ce sac devient lourd, lourd d'une bonne façon. La troisième piste, c'est d'apprendre à accueillir les compliments. Je sais, ça peut sembler anodin, mais pour beaucoup de personnes, recevoir un compliment est une véritable épreuve. On le minimise, on le redirige, on le nie. Oh, c'est rien, vraiment. Ou tu exagères. Ou si tu savais comment je me sens vraiment. Apprendre à recevoir un compliment avec un simple merci, ça me touche, est un acte de confiance en soi. C'est accepter que l'autre voit quelque chose de réel en vous. Continuons notre exploration. Nous avons parlé de présence à soi, de solidité intérieure, de joie authentique, de vulnérabilité, de style d'attachement, de confiance en soi. Abordons maintenant quelque chose que je trouve particulièrement fascinant, le langage du corps et de l'espace. Nous communiquons beaucoup plus avec notre corps qu'avec nos mots. Les recherches en communication non verbale montrent que la grande majorité de ce que nous transmettons passe par notre posture, nos gestes, notre regard, notre ton de voix, notre façon d'occuper l'espace. Et tout cela est directement influencé par notre état intérieur. Quand une personne est à l'aise avec elle-même, son corps le dit. Elle se tient droite non pas de façon rigide mais de façon naturelle. Elle prend de l'espace, elle ne se récroqueville pas, elle ne cherche pas à se rendre invisible, elle regarde les autres dans les yeux, non pas de façon intimidante, mais de façon présente. Elle parle à un rythme qui lui appartient, elle ne se précipite pas pour combler les silences. Elle rit librement, elle touche les autres avec naturel quand c'est approprié. Tout cela crée une impression de présence, de solidité, d'authenticité qui est profondément attractive et tout cela découle de l'intérieur. On ne peut pas vraiment feindre ce langage du corps sur le long terme. On peut l'ajuster, on peut en prendre conscience, on peut travailler à l'améliorer, mais la source, c'est toujours l'état intérieur. Si ce contenu vous aide, je vous invite à laisser un like et à vous abonner pour ne manquer aucune de ces réflexions. Votre présence ici m'encourage à continuer. Il y a un aspect que je veux maintenant aborder avec vous et qui est, je crois, au cœur de tout, la question du sens. Qu'un homme cherche vraiment au-delà des apparences, au-delà des premières impressions, c'est quelqu'un avec qui la vie a du sens, quelqu'un avec qui il peut construire quelque chose.
Quelqu'un dont la présence enrichit de son existence lui donne envie de grandir, de s'améliorer, d'aller plus loin. Et cela signifie une femme qui a elle-même un rapport au sens. Une femme qui sait pourquoi elle se lève le matin, une femme qui a des valeurs, des engagements, des projets. Une femme qui ne cherche pas à être complétée par l'autre, mais qui cherche à partager avec l'autre ce qu'elle est déjà. C'est une distinction fondamentale. Il y a une grande différence entre chercher quelqu'un qui nous complète et chercher quelqu'un avec qui on crée quelque chose ensemble. La première posture dit « je suis incomplète et j'ai besoin de toi pour exister ». La seconde dit « je suis entière et je veux partager cette plénitude avec toi ». Je ne dis pas que la première posture est mauvaise en soi. Nous avons tous des moments de fragilité, des moments où nous nous sentons incomplets, perdus, en manque de quelque chose. C'est humain, c'est même beau dans une certaine mesure. Mais si c'est notre posture fondamentale, si c'est depuis ce lieu de manque que nous cherchons l'amour, alors nous risquons de tomber amoureux de façon compulsive, de nous accrocher à des personnes qui ne nous conviennent pas, de confondre la dépendance avec l'amour. L'amour le plus sain, le plus durable, le plus nourrissant naît entre deux personnes qui ont chacune leur propre vie, leurs propres racines, leur propre source de joie et qui choisissent de les partager, qui choisissent de construire ensemble, non pas parce qu'ils ne peuvent pas vivre seuls, mais parce que la vie à deux leur semble plus riche, plus belle, plus pleine. Et voilà ce qui attire vraiment un homme au sens le plus profond, une femme qui a une vie réelle, vivante, qui lui appartient, une vie dont elle n'a pas besoin qu'il soit le centre, mais dans laquelle il a envie d'entrer parce qu'elle est belle, parce qu'elle est intéressante, parce qu'elle est vraie. Parlons maintenant de quelque chose d'un peu différent, quelque chose que j'appelle l'art de la présence dans la relation, parce que l'attraction ne se joue pas seulement avant la relation. Elle se joue aussi à l'intérieur de la relation, dans la façon dont on est avec l'autre au quotidien. Un des grands poisons des relations modernes, c'est la distraction. Nous sommes physiquement présents, mais mentalement ailleurs, nous regardons notre téléphone pendant les repas, nous pensons à notre liste de tâches pendant les conversations. Nous sommes là, mais pas vraiment là. Et l'autre le ressent profondément. La présence vraie, c'est un cadeau rare et précieux. C'est regarder quelqu'un dans les yeux quand il parle, pas pour analyser ce qu'il dit, pas pour préparer sa réponse, mais pour vraiment entendre. C'est être touché par ce qui touche l'autre. C'est rire vraiment quand quelque chose est drôle et être sérieux vraiment quand quelque chose est grave. C'est habiter l'instant partagé. Cette présence, elle nourrit l'attraction. Elle dit à l'autre, tu comptes, tu es important. Ce moment avec toi est important. Et c'est l'une des choses les plus précieuses qu'on puisse offrir à quelqu'un. Je me souviens d'un couple que j'ai accompagné en thérapie. Ils étaient ensemble depuis 10 ans et ils se plaignaient d'avoir perdu quelque chose. La flamme, disait-il, l'attraction du début. En les écoutant, j'ai compris que ce qu'ils avaient perdu n'était pas le désir en soi, mais la présence. Ils avaient cessé de vraiment se regarder. Ils avaient cessé de vraiment s'écouter. Ils étaient devenus des colocataires efficaces, mais ils avaient perdu l'art d'être vraiment là l'un pour l'autre. Le travail que nous avons fait ensemble n'était pas de trouver de nouvelles façons de se séduire. C'était de retrouver la présence, de se regarder à nouveau, de s'écouter à nouveau et progressivement quelque chose a recommencé à vivre entre eux, parce que la présence c'est le terreau de l'amour. Abordons maintenant un thème qui est souvent source de confusion et de souffrance, la question des jeux relationnels. Ces stratégies que l'on adopte parfois, consciemment ou non, pour attirer l'autre ou le maintenir intéressé, faire semblant d'être moins disponible qu'on ne l'est, envoyer des signaux contradictoires. Se montrer sous son meilleur jour en cachant le reste. Jouer un personnage, je comprends pourquoi ces stratégies existent. Elles répondent à une vraie peur, la peur d'être vu tel qu'on est et de ne pas être suffisant. Si je montre qui je suis vraiment, est-ce que l'autre va rester? Si je montre mes doutes, mes failles, mes besoins, est-ce que l'autre va s'enfuir? Et parfois, à court terme, ces stratégies fonctionnent. Elles créent une certaine tension, un certain mystère, une certaine excitation, mais à long terme, elles épuisent. Elles épuisent celui qui les joue parce qu'il doit maintenir en permanence une façade. Et elles épuisent la relation parce qu'elle est construite sur quelque chose qui n'est pas réel. La vraie attraction durable ne se construit pas sur des jeux, elle se construit sur la vérité. Sur la rencontre de deux personnes qui osent être vraiment elles-mêmes et qui se découvrent compatibles. Pas parfaitement compatible, pas sans friction, mais fondamentalement en résonance. Et voilà quelque chose que j'aime à répéter, la relation qui vous convient vraiment n'a pas besoin que vous soyez quelqu'un d'autre pour exister. Si vous devez vous transformer, vous diminuer, vous contorsionner pour plaire à quelqu'un, c'est peut-être un signe que cette personne n'est pas la bonne pour vous. Pas parce qu'elle est mauvaise, mais parce qu'elle n'est pas accordée à qui vous êtes vraiment. Si ce contenu résonne avec vous, pensez à laisser un like et à vous abonner. Et si vous connaissez quelqu'un qui pourrait en avoir besoin, partagez-le.
C'est une façon de prendre soin des autres. Parlons maintenant de quelque chose que j'aime appeler la magie de l'inattendu. Parce que l'attraction, il y a aussi en elle une part de surprise, des découvertes, d'imprévu. Et je ne parle pas ici de stratégie pour surprendre l'autre. Je parle de quelque chose de plus profond, la richesse intérieure. Une personne qui continue à apprendre à se remettre en question, à s'intéresser au monde, à se laisser surprendre par la vie, cette personne est inépuisable. Chaque conversation révèle quelque chose de nouveau. Chaque moment partagé ouvre sur quelque chose d'inattendu et c'est fascinant, c'est vivifiant, c'est attirant d'une façon qui ne suit pas avec le temps. La curiosité intellectuelle, la curiosité émotionnelle, la curiosité pour la vie sont des qualités extraordinairement attractives, pas parce qu'elles impressionnent, mais parce qu'elles invitent. Elles invitent l'autre à entrer dans un monde qui est vivant, en mouvement, en expansion. Et voici quelque chose que j'ai observé au fil des années. Les personnes les plus attractives ne sont pas celles qui ont les réponses à tout, ce sont celles qui posent les meilleures questions. Celles qui sont capables de regarder le monde avec des yeux d'enfant, avec cette capacité à s'émerveiller, à douter, à chercher. Il y a quelque chose de profondément humain et de profondément touchant dans cette curiosité. Alors cultivez votre curiosité, lisez, voyagez, même dans votre quartier. Parlez à des gens différents de vous. Apprenez quelque chose qui vous effraie un peu. Posez des questions auxquelles vous n'avez pas encore de réponse. Et laissez cette curiosité transformer votre façon d'être dans le monde. Et donc votre façon d'attirer. Il y a une autre dimension que je veux explorer avec vous, une dimension qui touche à quelque chose de très intime, la relation à votre propre corps. Pas au sens de l'apparence physique, mais au sens du rapport que vous avez avec ce corps qui est le vôtre. Notre société nous envoie des messagers contradictoires et souvent toxiques sur le corps. Elle nous dit d'un côté qu'il faut l'accepter tel qu'il est, et de l'autre, elle nous bombarde d'images de corps idéalisés, retouchés, inaccessibles. Et beaucoup d'entre nous naviguaient dans cette contradiction avec une relation difficile à leur propre corps, une relation faite de honte, de critique, d'insatisfaction. Or, notre relation à notre corps se voit. Elle transparaît dans notre posture, dans notre façon de nous habiller, dans notre façon de nous toucher, dans notre façon de nous déplacer. Une femme qui est en guerre avec son corps envoie des signaux de tension, de fermeture, d'inconfort. Une femme qui a une relation apaisée avec son corps, même si ce corps ne correspond pas au canon de la beauté conventionnelle, envoie des signaux de confiance, d'ouverture, de présence. Je ne vous dis pas qu'il faut aimer chaque centimètre de votre corps avec enthousiasme. Je vous dis qu'il est possible de développer une relation de respect, de gratitude, de neutralité bienveillante avec votre corps. De le voir comme un compagnon de vie plutôt que comme un ennemi, de le nourrir, de le bouger, de le soigner non pas pour le punir ou le transformer, mais parce qu'il mérite d'être bien traité. Et cette relation apaisée au corps est l'une des choses les plus attractives qui soient, parce qu'elle dit quelque chose de fondamental. Je suis à l'aise dans ma propre peau. Et être à l'aise dans sa propre peau, c'est une invitation silencieuse mais puissante à l'autre. Nous approchons de la fin de ce voyage ensemble et je veux aborder un dernier thème avant notre conclusion. La question de ce que l'attraction révèle de vous. Car tout au long de cette conversation, nous avons parlé de ce qui attire. Mais j'ai dit dès le début que ce qui attire révèle aussi quelque chose de vous et je veux prendre le temps d'explorer cela. C'est vers quoi vous êtes attiré, ce que vous recherchez chez un homme, ce qui vous fait craquer ou vous laisse indifférente, tout cela est un miroir. Un miroir de vos besoins, de vos valeurs, de vos blessures, de vos aspirations. Ce n'est pas un jugement, c'est une invitation à la connaissance de soi. Si vous êtes systématiquement attiré par des hommes distants et peu disponibles, c'est peut-être un signe que quelque chose en vous cherche à répéter un schéma familier, peut-être un schéma d'attachement anxieux, être une croyance inconsciente selon laquelle l'amour doit être difficile pour être réel. Si vous êtes attiré par des hommes qui ont besoin d'être sauvés, qui sont en difficulté, qui ont besoin de vous, c'est peut-être un signe que votre valeur est conditionnée à votre utilité pour les autres, que vous avez du mal à croire que quelqu'un pourrait vous aimer sans avoir besoin de vous. Si vous êtes attiré par des hommes très différents de vous, c'est peut-être un signe de curiosité, d'ouverture, d'envie de grandir. Ou peut-être un signe que vous n'êtes pas tout à fait à l'aise avec qui vous êtes et que vous cherchez dans l'autre ce que vous n'osez pas être vous-même. Je ne dis pas que ces lectures sont absolues. La psychologie n'est pas une science exacte et chaque être humain est une histoire unique, mais je vous invite à regarder vos patterns d'attraction avec une curiosité bienveillante. À vous demander qu'est-ce que mes attirances disent de moi, qu'est-ce qu'elles révèlent de mes besoins profonds et surtout, est-ce que ces besoins sont nourris de façon saine dans mes relations.
Parce que comprendre cela, c'est commencer à choisir différemment, à choisir non plus par automatisme, non plus par répétition de schémas anciens, mais par conscience, par désir authentique, par amour de soi. Et voilà, je crois, le cœur de tout ce que nous avons exploré aujourd'hui. L'attraction la plus profonde, la plus durable, la plus vraie, naît de la connaissance de soi. Elle naît de la relation que vous avez avec vous-même. Elle naît de votre capacité à être présente, authentique, vivante, curieuse, ouverte, vulnérable, avec justesse, ancrée dans vos valeurs, en paix avec votre corps, engagée dans votre propre vie. Elle ne naît pas d'une technique, elle ne naît pas d'un masque, elle naît de vous, du meilleur de vous, du plus vrai de vous. Et maintenant, avant de conclure, laissez-moi vous poser quelques questions. Non pas pour que vous me répondiez, mais pour que vous les portiez avec vous comme des lanternes dans votre propre exploration intérieure. Est-ce que je suis présente à moi-même ? Est-ce que je sais ce que je pense, ce que je ressens, ce que je veux vraiment? Est-ce que j'ai une vie qui m'appartient, des passions qui me vivifient, des valeurs qui me guident? Est-ce que je me parle avec bienveillance? Est-ce que je me traite avec le respect et la tendresse que j'offrirai à quelqu'un que j'aime? Est-ce que je cherche l'amour depuis un lieu de plénitude ou depuis un lieu de manque? Est-ce que je suis capable d'être vulnérable avec justesse, d'ouvrir mon cœur sans me perdre? Est-ce que je choisis mes relations par conscience ou par automatisme? Ces questions n'ont pas de réponse simple. Elles méritent du temps, de la réflexion, de l'honnêteté. Et peut-être pour certaines d'entre elles, l'accompagnement d'un thérapeute, d'un proche de confiance ou simplement d'un journal dans lequel vous écrivez vos pensées librement. Mais le fait même de se poser ces questions est déjà un acte de croissance. C'est déjà un pas vers une version de vous-même plus consciente, plus libre, plus capable d'aimer et d'être aimé. Je veux terminer avec quelque chose qui me tient profondément à cœur. Dans notre société qui valorise la performance, la vitesse, l'efficacité, nous avons parfois l'impression que l'amour aussi doit être efficace. Que si ça ne marche pas vite, c'est que ça ne marche pas. Que si on n'est pas encore un couple, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Ce qui est difficile, c'est qu'on est abîmé, cassé, irrécupérable. Je veux vous dire avec toute la douceur dont je suis capable, non, ce n'est pas vrai. Le chemin vers l'amour est rarement linéaire. Il passe souvent par des détours, des erreurs, des douleurs, des apprentissages. Et chaque expérience, même les plus difficiles, même les plus douloureuses, vous apprennent quelque chose sur vous-même, sur ce dont vous avez besoin, sur la façon dont vous aimez et dont vous voulez être aimé. Il n'y a pas d'âge pour trouver l'amour, il n'y a pas des moments parfaits, il n'y a pas de profil idéal à atteindre avant de mériter d'être aimé. Vous méritez d'être aimé maintenant tel que vous êtes, avec vos forces et vos fragilités, avec votre histoire et vos espoirs, avec vos certitudes et vos doutes. Et la chose la plus belle que vous puissiez faire pour attirer un amour vrai, c'est de commencer par vous, aimer vraiment vous-même. Pas de façon narcissique, pas de façon exclusive, mais de façon profonde, patiente, bienveillante, de vous voir avec les yeux que vous voudriez ce que quelqu'un d'autre pose sur vous, parce que l'amour que vous vous portez est le modèle de l'amour que vous allez recevoir. Il est le modèle de l'amour que vous allez attirer, et il est, en fin de compte, le fondement de tout le reste. Nous voici au terme de ce voyage. Un voyage qui nous a menés de la présence à soi-même, à la solidité intérieure, de la joie authentique à la vulnérabilité partagée avec justesse, des styles d'attachement à la confiance en soi, du langage, du corps, à la question du sens de la présence dans la relation à la richesse intérieure, de la relation au corps, à ce que nos attirances révèlent de nous. Ce sont des thèmes profonds, des thèmes qui méritent d'être revisités, médités, intégrés progressivement. Ne cherchez pas à tout changer du jour au lendemain. La croissance personnelle n'est pas un sprint. C'est une marche lente, parfois difficile, mais toujours enrichissante. Prenez ce qui vous a touché aujourd'hui, peut-être une seule idée, peut-être une seule image, peut-être une seule question, et portez-la avec vous. Laissez-la faire son chemin à vous, observez ce qu'elle transforme, ce qu'elle éclaire, ce qu'elle libère. Et rappelez-vous, vous n'êtes pas un projet à améliorer. Vous êtes un être humain, un chemin. Et c'est déjà extraordinaire. Merci de m'avoir accompagné jusqu'ici. Merci de votre présence, de votre écoute, de votre confiance. C'est un privilège de partager ces réflexions avec vous. Si ce contenu vous a été utile, si quelque chose a résonné à vous, je vous invite à vous abonner et à le partager avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Parce que ces conversations sur l'amour, sur la connaissance de soi, sur la façon d'être dans le monde, elles méritent d'être entendues par le plus grand nombre. On se retrouve dans le prochain épisode avec la même curiosité, la même bienveillance et toujours cette conviction que comprendre l'humain, c'est déjà l'aimer un peu plus.